Concerne. En tout cas, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat. On ne dit pas avocat, tiens, on dit avocat logiquement. On dit les deux, et moi je ne suis pas... Vous n'êtes pas à cheval. Non, on peut dire avocate. Fondatrice du cabinet Aurore Légal. Oui. C'est ça, créé en 2018. Oui. Avec vous, on abordera donc la politique de l'Union européenne en termes d'innovation, d'intelligence artificielle et de protection des données. C'est ça ? Non, on est d'accord ? Comment le droit accompagne l'innovation ? Qu'est-ce qu'il y a de positif ? Donc vous allez nous rappeler des règles, je suppose. Je vais vous dire ce qui existe aujourd'hui et les projets en cours. Parce que depuis 2019, il y a beaucoup de projets européens. Oui, oui. Surtout sur l'intelligence artificielle. Alors votre cabinet est spécialisé que là-dedans ? Que dans le numérique. C'est super. Et vous êtes combien ? On est 3 associés, mais en fait c'est surtout... Voilà, 3 associés. Et vous êtes installé à Paris, c'est ça ? À Paris, dans le 7e, oui. Et alors les demandes de vos clients, c'est sont des questions sur la sécurité de l'information, sur la protection des données personnelles et l'accompagnement à l'innovation. En fait, on vous demande plus d'accompagner dans les contrats. Il n'y a pas d'action juridique pour le moment-ci. Alors en fait, on me demande surtout de travailler comme conseil plus que dans le contentieux. C'est-à-dire avant, oui. Moi j'ai travaillé en entreprise. Vous étiez juriste d'entreprise ? Oui, dans le numérique et j'ai fait le crédit. D'accord. Et donc, quand il y a des nouveaux projets, moi je les accompagne dès le départ. Est-ce qu'il faut faire un contrat ? Est-ce qu'il faut protéger la propriété intellectuelle, la confidentialité ? D'accord, vous allez nous parler de tout ça. Conforme à la loi. Vous allez nous parler justement, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir ce que les entreprises demandent. Les nouvelles règles, bien sûr, mais en même temps, quelle est la demande des clients, finalement, les besoins, quels sont les besoins pratiques. En pratique, les entreprises, elles veulent savoir comment elles peuvent être conformes à la loi quand elles innovent. Et est-ce qu'on n'est pas, on se demande même si, notamment la CNIL, on n'est pas trop rigoriste, est-ce qu'on n'abuse pas un peu en France? Alors en fait, on n'a pas tendance à au abuser. départ, on pourrait penser ça parce que ça crée des contraintes et des coûts pour être en conformité, mais c'est aussi une chance parce que ça crée de la confiance et ça permet un développement éthique des projets. Et c'est une force de la France et de l'Europe que de protéger les Attention, 1 minute. Combien? 1 minute. Encore, oh bah ça va, c'est bizarre ça. Donc oui, Jean-François, bien sûr, on est pas là. Alors attends, là, je commence par là. Bien-être, actualité vadoisienne. Et vous avez bien 46 ans. 47. 47. 7h, 9h, tentez de gagner de nombreux cadeaux. Est-ce que vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? Oui, on attend Jean-François pour qu'on entende. Ah oui. On a lui ouvrir. Ben super alors quand même. Ah bah il y a Francky qui arrive. Oh bah Jean-François il connaît, il va se débrouiller. Sur Facebook, IDFM Radio en lien. Notre site idfm98.fr. Écoutez-nous en direct depuis votre poste radio, smartphone ou TV connecté. Et je devais avoir Véronique Riche-Floresque, c'est à 7h30. Je suis dans les transports, j'arrive, je dis mais je vous ai pas prévu, c'est une économiste qui vient me faire des chroniques internationales. Parce qu'elle conseille les banques justement. D'accord. Vous la connaissez peut-être, Véronique Riche-Floresque? Non, c'est non. Mais je dis non, moi votre assistante ne m'a pas dit que vous veniez. Ah bon, bah alors elle me dit ça m'arrange parce que j'ai une réunion. Ok. Quand c'est rouge, on a l'antenne. Quand le on air est quelque chose. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Actualité nationale et internationale, Éragny-sur-Oise, Val d'Oise, politique de l'Europe sur l'innovation, l'intelligence artificielle. Voilà nos thèmes du jour. Bienvenue, vous êtes au bar de l'économie. Rejoignez-nous sur Facebook, page bar de l'économie pour la vidéo live, en plus de la FM 98.0 et de la web radio IDFM 98.fr sur Internet. Alors pour parler de tous ces sujets, eh bien j'accueille tout de suite Thibaut Humbert. Bonjour. Bonjour Florence, bonjour les auditeurs. Vous êtes maire élu à la mairie d'Éragny depuis avril 2014. On peut dire que vous êtes un jeune maire. Vous êtes également
également un jeune conseiller régional élu depuis décembre 2015. Vous avez toujours la carte des Républicains, mais vous faites partie du mouvement libre et vous êtes un cadre de banque en disponibilité. Donc avec vous, on a beaucoup de sujets à parler dans quelques secondes, car l'actualité est très riche, comme vous le savez. À vos côtés, Jean-François Benon va arriver. Il est directeur général du comité d'expansion économique du Val d'Oise. Avec lui, on évoquera la stratégie avec la Chine et la mission économique au Japon qui va bientôt venir, où il va bientôt partir d'ailleurs. Et puis le salon du CIMI, c'est un salon d'entreprise qui cette année aura lieu à Paris les 11, 12 et 13 décembre, porte-maillot au Palais des Congrès. Et puis à nos côtés aujourd'hui, Sabine Marcelin, bonjour. Bonjour Florence, bonjour aux éditeurs. Vous êtes avocat et fondatrice du cabinet d'avocats Aurore Légal, créé en 2018, comme une start-up finalement. Avec vous, nous aborderons la politique de l'Union européenne en termes d'innovation, d'intelligence artificielle et bien sûr de protection des données. On verra ensemble quelles sont les demandes des clients. Y a-t-il déjà des contentieux ou bien essaye-t-on de prévoir tout ça? Et puis, n'est-on pas en France plus blanc que blanc? C'est ce qu'on verra ensemble tout à l'heure vers 10h. Alors tout d'abord, comme d'habitude, si vous voulez bien, c'est l'exercice des infos du jour. Alors on va commencer par la première info, c'est l'info de la nuit, la Syrie. Erdogan a annoncé le début de l'offensive militaire contre les forces turques, le président donc turc contre les forces kurdes, dans le nord-est de la Syrie à la frontière turque, ce qui intervient seulement 2 jours après le départ des Américains. Il faut bien comprendre que les Kurdes sont nos alliés à nous, les Français. Ils ont lutté contre les intégristes de l'islam radical et qu'ils détiennent plus de 400 familles françaises djihadistes. La Turquie veut créer une zone de sécurité pour faire rentrer les millions de réfugiés qu'elle a accueillis, dit-elle, sur son territoire, alors qu'elle a touché l'argent de l'Europe pour accueillir ces réfugiés. Et elle estime que les Kurdes syriens sont une menace pour elle. Le président russe Vladimir Poutine a appelé le président turc Erdogan à bien réfléchir avant de lancer une offensive contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie, annonce un communiqué du Kremlin. Pour la France, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères Amélie de Montchalin a déclaré que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni finalisaient une déclaration commune pour condamner fermement l'offensive turque. Les 3 pays ont appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à se réunir pour discuter de cette offensive. Et puis une réunion d'urgence et à huis clos est demandée au Conseil de sécurité de l'ONU par la Belgique, la France, l'Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni. Thibaut Humbert, qu'en pensez-vous? Eh bien, moi je pense que c'est une très bonne chose et en effet de s'emparer du sujet et surtout de défendre nos alliés kurdes qui nous ont, comme vous l'avez rappelé, aidés dans la lutte contre l'État islamique. Donc aujourd'hui, j'espère que cette union va aboutir et surtout lorsque j'entends le président américain et ses arguments pour ne pas défendre les Kurdes et rappeler qu'il n'était pas là pour le débarquement du 6 juin 1944. Je trouve ces arguments vraiment faibles et heureusement qu'aujourd'hui il y a une union européenne, mais aussi plus largement, on va dire, avec le président russe pour appeler à aider nos amis kurdes, nos alliés kurdes. Merci Thibaut Humbert, je rappelle que vous êtes maire d'Éragny. Autre info du jour, hier c'était la journée du handicap. Je vous invite à aller au salon e-Autonomie. C'est le rendez-vous d'aujourd'hui au campus des Mureaux dans les Yvelines. C'est le salon des innovations pour l'autonomie des personnes atteintes de handicap moteur ou cérébral, mais aussi pour les personnes âgées. Différents organismes d'aide à la personne sont là pour informer au mieux les aidants, professionnels ou non d'ailleurs. Le campus de formation du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux sera là. Il propose 5 filières de formation paramédicale, des classes préparatoires et des formations d'aide à la personne avec un lit connecté, ce qui permet de former le personnel soignant. Un espace emploi aussi a été mis en place. Une équipe d'Invie accueillera les demandeurs d'emploi et personnes intéressées par ce secteur. Pour ceux qui veulent y travailler, d'ailleurs, vous pourrez aussi tester le simulateur de vieillissement conçu par Invi, qui permet de comprendre les différentes pathologies physiques liées à la perte d'autonomie. Alors, je pense que vous êtes concerné en tant que maire, Thibaut Humbert, par ce thème du handicap et des personnes âgées. Comment est-ce considéré à Éragny-sur-Oise ?
Alors, en effet, nous sommes, comme toutes les villes, nous avons ce sujet qui est important, nos seniors, leur vie au quotidien dans notre ville, et puis bien entendu les personnes handicapées. Alors il faut savoir que Éragny, on disait que le département du Val d'Oise était le plus jeune département de France métropolitaine, et Éragny est encore plus jeune. Les chiffres de la CAF nous disent que Éragny est encore plus jeune que le département. Donc vous voyez. D'accord, vous avez la palme d'or de la jeunesse. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que, alors c'est un sujet, vous voyez, aujourd'hui se déroule ce matin même la journée du bien-être pour nos seniors. Le sujet qui traite aujourd'hui sur les conférences, c'est le logement des seniors, parce que c'est en effet un sujet important pour nos aînés. Et puis au niveau du handicap, nous avons mis en place des informations, ne serait-ce que par la journée du handicap que nous organisons avec l'ensemble des collèges pour sensibiliser les enfants, nos jeunes Éragniens au handicap. Nous avons créé une classe d'enfants autistes avec la Fondation John Boss. Donc nous avons une classe maternelle qui accueille que des enfants atteints de troubles autistiques, par exemple. Nous organisons avec la maison Solem, alors c'est pas un handicap à proprement parler, puisque ce sont des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais nous travaillons aussi sur l'intergénérationnel, c'est-à-dire qu'avec nos centres de loisirs qui se rendent à la maison Solem pour justement qu'il y ait un lien avec ces personnes atteintes de cette maladie. Et puis bien entendu, avec la loi ADAPT, nous avons adapté l'ensemble de nos écoles, de nos lieux publics. Lieux publics. Alors évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce que c'est des millions qui doivent être des coûts très importants qui doivent être dépensés pour pouvoir rendre accessible à tout le monde et surtout aux personnes à mobilité réduite l'ensemble de nos bâtiments. Alors vous avez parlé des personnes âgées et de la demande de logement. Bon, on sait que la tendance n'est plus aux maisons telles qu'elles existent actuellement, que c'est c'est vieillissant. En France, quelle est la demande des personnes âgées au niveau logement actuellement? Alors la demande, c'est essentiellement, vous savez, parce qu'on considère, et je suis bien placé pour en parler, que le pouvoir d'achat, ce sont les retraités qui le possèdent. Alors c'est vrai, mais à la fois aussi, on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont quasiment au seuil de pauvreté, qui arrivent au seuil de pauvreté, qui ont des faibles retraites, qui ont des faibles pensions de réversion, puisque ce n'était pas les mêmes. On sait très bien que les femmes travaillaient très peu, qui arrivent aujourd'hui à l'âge de 70 ans, 80 ans, 65 ans. Et donc, c'est un réel enjeu pour pouvoir aujourd'hui, avec le prix de l'immobilier, pour pouvoir se loger. Elles sont souvent seules. On sait que, alors surtout pour les femmes, c'est comme ça, c'est notre côté galant. Les hommes partent souvent en premier. Et donc, mais c'est une réalité. Et donc, en effet, c'est les aider. Comment les aider, bien entendu, à aller à cette recherche de logement. Alors, c'est aussi lutter contre la fracture numérique, puisque aujourd'hui, on le voit très bien, tout se passe par Internet, et donc c'est très important aussi que nous aidions nos aînés pour la recherche de logement, pour bien entendu également les aider financièrement pour pouvoir trouver un logement sur nos villes. Merci Thibaut Humbert. Autre info du jour, eh bien, c'est le rebondissement dans l'affaire du rassemblement prévu devant l'hôtel de ville de Gonesse. Je vous en parlais hier. Suite à l'attentat de la préfecture de Paris, le préfet Monsieur Amaury de Saint-Quentin, le préfet du Val d'Oise, interdit la manifestation voulue par l'association Force Citoyenne 93 qui avait pour but de soutenir l'acte de Michael Harpon en communiquant d'ailleurs différemment sur lui. Jean-Pierre Blasi, maire de Gonesse, déclare « C'est une décision que j'approuve au regard de l'ambiguïté sur les motivations de l'organisateur. Il n'appartient pas à la ville d'autoriser ou non un rassemblement et que je n'ai par conséquent jamais donné mon accord pour cette manifestation. Michael Harpon habitait bien Gonesse, mais il n'était pas connu sur la ville. Il avait simplement été reçu à l'occasion d'une demande de logement. Jamais les services de l'État ne m'ont informé d'une quelconque forme de radicalisation.
Je me demande régulièrement si des fichiers S résident sur mon territoire et la préfecture m'a toujours répondu par la négative. D'après les informations dont je dispose, il fréquentait la salle de prière de Gonesse située à la Fauconnière. » Fin de citation. Il faut dire que l'un des imams de cette mosquée était fiché S depuis 2015 pour son fondamentalisme religieux. Il s'agit de M. Ahmed Hilali, recruté par l'association musulmane de Gonesse pour assurer les 5 prières par jour depuis avril 2017. Et à ce sujet, Jean-Pierre Blasi affirme connaître l'association musulmane de Gonesse, mais uniquement leur imam référent, Hassan El-Wari, qu'il considère dont la pratique de l'islam serait compatible avec les valeurs de la République. Jean-Pierre Blasi déclare également que ni l'association ni la ville n'ont été informés par les services de l'État des problèmes administratifs de cet imam fondamentaliste, Ahmed Hilali, et encore moins du fait que ce dernier était fiché S et qu'il a demandé à l'association musulmane de Gonesse d'engager les démarches pour mettre un terme au contrat de travail qui les lie bien sûr à cet imam. Fin de citation de, bien sûr, l'interview avec Jean-Pierre Blasi. Nathalie Limas, députée du Val d'Oise, nous a communiqué hier qu'elle saluait cette interdiction. Je cite « Je salue la décision du ministre de l'Intérieur et du préfet du Val d'Oise de ne pas autoriser cette manifestation prévue demain. L'idée même qu'un rassemblement populaire puisse être organisé en soutien à un assassin auteur du meurtre de 4 policiers est insoutenable. Les propos d'Adama Traoré à l'origine de cette initiative sont révulsants. » Fin de citation. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que 15 mosquées ont été fermées depuis les attentats de Paris pour violence, haine et apologie d'actes terroristes ou incitation aux troubles sans respect de l'ordre public dans différentes villes ou régions de France comme Lille, Marseille, Grenoble, Lyon, Torcy, etc. D'ailleurs, Emmanuel Macron a appelé cette semaine à bâtir une société de vigilance pour venir à bout, a-t-il dit, je cite, de l'hydre islamique. Thibault Humbert, êtes-vous au courant de ce qui se passe à Gonesse? Et puis, seconde question, comment faire quand on est maire? Faut-il être constamment sur ses gardes? Faut-il demander un projet de loi pour plus de transparence avec les services de l'État sur les fichiers S? Comment faire pour finalement combattre cet islamisme radical? Oui, alors concernant Gonesse, en effet, je suis au courant parce que j'ai suivi l'affaire avec la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio et j'ai moi-même mardi matin à 6h30 du matin, lorsque j'ai appris par le biais des réseaux sociaux qu'il y avait cet appel à manifester, ce rassemblement prévu devant la mairie de Gonesse aujourd'hui même pour soutenir, alors sur peu importe, on va dire les motivations, en tout cas il était sûr que c'était, comme on peut le dire, insoutenable et c'était juste impossible à penser qu'un rassemblement puisse se passer pour soutenir un assassin de 4 membres des forces de l'ordre. Donc ça, c'est évidemment, c'était une idée que l'on pouvait accepter. Donc Jacqueline Eustache-Brinio a appelé le préfet, le cabinet du préfet mardi matin, très tôt, puisqu'elle m'a rappelé tout de suite dans la foulée, où on lui a répondu qu'il était un peu compliqué légalement d'interdire ce rassemblement et qu'on risquait d'aller au tribunal administratif. Ce qui nous a évidemment révolté, ce qui a révolté Madame la sénatrice, qui a fait un communiqué de presse le matin même. Oui, puisque hier j'en ai parlé d'ailleurs. Oui, voilà, et qui justement dénonçant ce problème et surtout ce grave problème, on va dire. Et je pense que les réseaux sociaux ont bien fait les choses, puisqu'il y a eu évidemment énormément une levée de boucliers, que ce soit tout partis confondus, des élus, mais également le syndicat des officiers de la police nationale qui se sont révoltés contre et qui ont demandé, bien entendu et légitimement, l'annulation de ce rassemblement devant la mairie de Gonesse. Et nous étions même prêts, avec beaucoup d'élus, à aller manifester notre soutien à la même heure devant le commissariat de Gonesse pour notre soutien aux forces de l'ordre. Quant à l'imam, alors je ne connais pas bien entendu la vie cultuelle de Gonesse, mais il faut savoir qu'il avait été
avait demandé un retour à la frontière, donc il devait être expulsé du territoire, mais je crois savoir qu'il s'est marié, donc il a pu légalement rester sur le territoire. Et là, on voit en effet les limites de nos lois en termes de radicalisation. Et je pense qu'il faut encore aller plus loin. Comme le disait même Valérie Pécresse, c'est qu'aujourd'hui, la radicalisation dans certains secteurs publics, dans même l'ensemble des secteurs publics, doit être une cause de licenciement. Et je pense qu'il faut en arriver là. Alors maintenant, concernant Erani, nous on fait un travail avec l'association cultuelle d'Erani, et puis nous sommes en liaison, mais tout comme l'association cultuelle, avec le service des renseignements du territoire. Et donc, moi je fais un point 3 fois par an avec les forces de l'ordre, mais également je rencontre régulièrement l'association culturelle musulmane d'Erani, et donc nous n'avons pas de soucis. En tout cas, ce que je sache, mais je pense que les informations que j'ai sont bonnes. Donc on vit très bien à Erani les différences de culture religieuse, culturelle, et donc ça ne pose pas de soucis. Mais en revanche, il est sûr que il a été malheureux quand même d'attendre quand même, puisque ces appels d'Amada Traoré, ces appels à la haine, il faut quand même le souligner qu'il a été, ses propos avaient déjà été condamnés par Bernard Cazeneuve, par M. Béchiza, le maire d'Aulnay, puisqu'il vit à Aulnay maintenant, Amada Traoré, des propos anti-police nationale, des insultes. Et donc aujourd'hui, il est certain que depuis dimanche soir que tournait cette vidéo sur les réseaux sociaux, on peut s'interroger sur le cadre légal, et pourquoi cette vidéo qui apparemment hier tournait toujours, pourquoi elle n'a pas été interdite, pourquoi cette personne a toujours le droit d'agir ainsi. Et donc voilà, il y a quand même des questions à se poser sur la façon de traiter le problème dans notre pays. Alors justement, est-ce que vous trouvez que nos institutions sont trop laxistes? Est-ce qu'on manque de courage? Est-ce qu'il faut légiférer à nouveau? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on manque de courage. Je pense qu'on manque de courage, et surtout que les choses sont traitées, vous voyez, par l'État, par les représentants de l'État sur le territoire, tels que le préfet, le cabinet du préfet. Mais il serait bon d'écouter les élus locaux, les élus de terrain, et pour pouvoir vraiment endiguer ce phénomène. Si on arrive un jour à l'endiguer, mais moi je pense que en effet, aujourd'hui, écoutons-nous, et qu'il y a un certain laxisme. Moi je pense qu'il y a un certain laxisme. La preuve, depuis dimanche, on avait ce rassemblement qui était cet appel à la haine. Pour moi, c'est un appel à la haine qui tournait sur les réseaux sociaux. Il a fallu que les élus locaux se mobilisent pour enfin avoir l'annulation ou l'interdiction. Et alors quand on dit que c'est pas possible, qu'on peut aller, et encore bien même, on va au tribunal administratif, quel est le problème? C'est tout. On ne peut pas laisser aujourd'hui ce genre d'individus avoir de tels propos et agir en toute impunité. Alors Thibaut Humbert, vous êtes maire d'Erani. Là, on voit que Jean-Pierre Blasi, maire de Gonesse, connaissait seulement l'imam référent, pas les 5 autres imams. Est-ce que vous, par exemple, vous demandez à rencontrer tous les imams qui exercent finalement à Erani? Comment vous pourriez faire pour mieux justement contrôler, juguler ce souci? Eh bien, moi, il y a un imam à Erani que je connais, que j'ai déjà rencontré, qui est en plus entouré des présidents, parce qu'il y a une présidence à plusieurs têtes sur la ville d'Erani, et d'anciens Iraniens, de familles bien installées depuis plus de 30 ans sur la ville, et donc et qui connaissent tous leurs frères, et donc voilà, là-dessus il y a vraiment, et même eux font
très attention aux propos qui sont tenus par l'imam. Donc il n'y a aucun... En fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'un très bon contact avec la population vous permet finalement de croiser les informations et de vous assurer tout à fait. On respecte les valeurs de la République française. Exactement, et c'est pour ça que je me rends chaque année avec une partie de mon équipe municipale à l'invitation des représentants du culte musulman à la rupture du jeûne qui se passe, où il y a un repas qui nous est offert et où on peut échanger. Il y a les représentants de l'ensemble des cultes qui sont également invités, les voisins, et ça permet d'échanger et d'avoir ce moment. Il y a même les représentants des forces de l'ordre, de la direction de la sûreté du territoire, qui sont aussi, les anciens RG, pour être plus simple, qui sont également invités, puisque jeudi, en juin dernier, j'ai mangé à la table des renseignements généraux, donc vous voyez, et qui étaient là. Donc c'est comme ça que je pense qu'il faut vivre le culte, et comme ça tout le monde, c'est le vivre ensemble, on va dire. Merci beaucoup Thibaut Humbert. Je rappelle que vous êtes maire d'Éragny-sur-Seine. Sur Oise. Sur Oise, pardon, oui, proche de Cergy-Pontoise. Parlons sans tabou, autre information du jour, parlons sans tabou de l'immigration. C'est ce qu'a déclaré le président de la République Emmanuel Macron. Fini le déni. Édouard Philippe, Premier ministre, se dit prêt à réfléchir à l'idée de quotas économiques. Lors du débat attendu sur l'immigration à l'Assemblée nationale qui s'est ouvert lundi, le Premier ministre a fixé des orientations, déclarant ne pas avoir peur de réfléchir à l'idée de quotas. Il faut réviser nos logiciels, a-t-il dit. Depuis 2 ans, nous menons une politique d'immigration sans coup de menton et sans naïveté, mais nous n'avons pas atteint tous nos objectifs. La lutte contre l'immigration irrégulière gagne progressivement en efficacité et donc en crédibilité. Je rappelle que le vote de la loi Asile et Immigration, texte qui avait pour la première fois fragmenté la majorité, a été voté il y a 1 an. Clairement, nous n'avons pas atteint tous nos objectifs, a concédé Édouard Philippe. Nous devons poursuivre nos efforts et faire mieux. Alors sur quelle base, quel principe, avec quels moyens? C'est la question qu'il a posée à l'Assemblée nationale lundi. Il a dénoncé de fausses solutions comme l'immigration zéro d'abord, dont on sait qu'elle n'a jamais existé dans le passé et qu'on imagine encore moins dans un monde ouvert et hyper connecté, je cite toujours bien sûr, et l'immigration de remplacement, vocable d'une laideur certaine qui fait appel aux ressorts les plus détestables du complotisme. Le Premier ministre a reconnu des dérives communautaires et une sécession insidieuse dont nous ne voulons pas, a-t-il dit, se disant prêt à avoir un débat sur ce sujet pour répondre aux inquiétudes de nos compatriotes. Mais c'est un débat en soi. Chaque année, je vous mets en garde sur la multiplication sur Internet et puis je me pose d'autres questions que celle de la maîtrise des flux migratoires et de l'accueil des ressortissants étrangers qui nous réunit aujourd'hui, a-t-il conclu. Alors le Premier ministre a évoqué des quotas économiques, je cite, par nationalité ou par secteur professionnel, un peu sur le modèle canadien. Mais quels étaient les vrais chiffres? Eh bien voilà les vrais chiffres. En 2018, c'était seulement 35 000 personnes sur un total de 256 000 titres de séjour accordés, ce qui signifie que ce n'est pas l'immigration dite économique qui pose des problèmes. Alors, qui sont les autres immigrés? Eh bien, le gros contingent d'étrangers acceptés en France sont les conjoints, enfants et familles d'étrangers déjà installés chez nous, 90 000 l'année dernière, soit le tiers des titres de séjour, et puis les étudiants, 82 000, car le prix dérisoire de la scolarité universitaire en France attire. Impossible donc d'établir des quotas pour ces 2 types de populations, d'autant que le regroupement familial est régi par une directive européenne. Depuis les années 2000, la France n'a plus la main. Autre population, les demandeurs d'asile. Là, les quotas sont par nature impraticables puisque le droit d'asile est conçu pour les personnes qui sont en danger dans leur pays. En 2018, 33 000 étrangers ont été acceptés en France pour 123 000 demandeurs d'asile. Or, le nombre de ces demandeurs ne sont pas des populations menacées. Les refusés, du coup, quittent rarement la France. Ils sont parfois régularisés à l'usure. Seulement 12,4% des obligations de quitter le territoire ont été exécutées. Et pourquoi? Eh bien parce que cela coûte cher. La Cour des comptes avait évalué le coût d'une expulsion à près de 20 000 euros. Donc si vous prenez 100 000 personnes qui se sont vues refuser le droit d'asile en 2018, ça ferait une ardoise de 2 milliards. Donc c'est impossible
pour la France de payer. Dernière population qui pose un problème d'intégration, ce sont les clandestins, bien sûr, sur lesquels nous n'avons pas de mesures d'intégration possible. Et puis, autre souci, dans un précédent rapport, l'OCDE résume également le mal français. 3 millions de jeunes sont totalement oisifs, dont 40% issus de l'immigration qui auraient entre 15 et 34 ans. La tâche est ardue et complexe, Thibaut Humbert. Oui, en effet, la tâche est très, très complexe. Vous savez, on part dans le passé, 30 ans, plus de 30 ans en arrière, il me semble, Michel Rocard, qui était social-démocrate, disait « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Et donc c'est un social-démocrate de l'époque, en tout cas bien connu, qui voyait juste parce que 30 ans après, eh bien on en est là. On en est là alors avec cette problématique. Est-ce qu'aujourd'hui accueillir des immigrés sur le sol français dans des conditions déplorables, comme on peut le voir à Paris, quand on va sur Paris et que vous prenez l'autoroute A1 et que vous voyez ces tentes, ces campements entre l'autoroute et le périphérique, je ne pense pas que ce soit rendre service à ces populations immigrées. Alors bien entendu, il faut faire la distinction entre ceux qui sont les réfugiés politiques, qui sont menacés dans leur pays, et bien entendu c'est notre devoir, les vrais réfugiés, c'est notre devoir de pouvoir les accueillir, car ils sont menacés de mort, ils prennent des risques dans leur pays, donc évidemment, bien entendu, là pour moi il n'y a aucun souci. En revanche, vous finissiez pour les mineurs isolés, qui est vraiment un réel sujet aujourd'hui en France. Alors, en prenant l'exemple du département du Val d'Oise. En 2013, le coût des mineurs isolés représentait 8 millions d'euros. En 2017, 30 millions d'euros pour l'accueil des mineurs isolés sur le territoire du Val d'Oise. Donc un coût énorme. Donc un coût énorme parce qu'il y a des filières, tout simplement des filières. Il y a une organisation bien huilée qui justement fait venir ces mineurs isolés, donc oisifs, qui se retrouvent sur les territoires français, dont on ne peut parfois même pas prouver qu'ils sont mineurs, et qui, bien entendu, une fois qu'ils sont ici, eh bien, ne peuvent retourner dans leur pays parce que on parle de la loi immigration, mais le gros souci, c'est comment, même quand il y a des avis de retour à la frontière, il faut que les pays puissent accepter ce retour à la frontière, ce qui n'est pas le cas. Et donc, on se retrouve, bien entendu, aujourd'hui avec ces personnes qui n'ont pas le droit de vivre dans notre pays tout à fait légalement et qui eh bien, sont aujourd'hui, restent sur le territoire français. Donc il y a vraiment un enjeu très important sur l'immigration et se poser les réelles questions. Comment aujourd'hui eh bien, endiguer ce phénomène qui rend de toute façon des gens, on fait venir des gens qui ne sont que aussi parfois vivent autant dans la misère que dans leur pays, voire plus, et dans des conditions déplorables, avec toute l'insécurité que ça engendre, et pour eux, mais également pour notre population. Merci Thibaut Humbert. Autre information du jour, le monde agricole pousse un cri de détresse. La FNSEA a lancé ce cri d'alarme sur les routes mardi en posant la question « France, veux-tu encore tes paysans ?» Stigmatisation permanente, violence intolérable, accords commerciaux déloyaux, distorsion de concurrence insurmontable, revenus en berne. La détresse du monde agricole a franchi le seuil du supportable, dit la FNSEA. Aucun autre acteur économique français ne tolérerait ce que subissent les agriculteurs aujourd'hui face à cette déconsidération qui dissuade d'ailleurs les jeunes de s'installer et qui freine l'investissement et l'innovation. Cela tue à petit feu notre agriculture. Les agriculteurs attendent un discours sans ambiguïté et des décisions à hauteur pour initier un sursaut. Nous demandons, déclare la FNSEA, un refus des accords commerciaux internationaux comme le CETA et le Mercosur qui ouvriront la porte à une alimentation que nous ne voulons pas. Il faut stopper la surtransposition des normes qui affaiblit l'agriculture française en créant de distorsions de concurrence. Plus personne ne peut rester sourd face aux cris de colère des agriculteurs qui s'interrogent chaque jour sur leur avenir. Alors, où en sont les paysans en France? Qu'est-ce que vous en pensez, Thibaut Humbert? Alors, bon, c'est un milieu que je ne connais pas
spécialement étant donné que nous ne sommes pas Éragny, une ville rurale, mais bon, nous sommes quand même aux portes du Vexin, donc avec de fortes exploitations agricoles. Aujourd'hui, en fait, le problème, l'équation est assez difficile à résoudre. C'est-à-dire que nos administrés, c'est-à-dire la population, souhaitent de plus en plus de manger sain, avoir une certaine visibilité sur la façon dont sont faits les aliments et tout ça. Et puis, d'un autre côté, on a nos pauvres agriculteurs qui sont contraints à des normes qui ne sont pas les mêmes dans d'autres pays. On peut le voir, ne serait-ce que même l'Amérique latine, et des accords sont passés avec ces pays. Donc on importe alors qu'ils n'ont pas les mêmes règles qu'en France. Donc ça c'est... Alors ça se voyait aussi au niveau de l'Union européenne, hein, mais et bien entendu, on peut comprendre aujourd'hui leur détresse de toutes ces lois qui les empêchent de travailler comme avant. Donc l'équation est assez compliquée parce qu'on veut être plus blanc que blanc sur la nourriture, sur... voilà, c'est un peu le lobbying actuel, et puis d'un autre côté on aime nos agriculteurs et on les contraint, en a besoin, surtout. Voilà, et on en a besoin, et donc voilà, donc c'est vrai que c'est un sujet, mais je suis de tout cœur avec le monde agricole, bien entendu. Merci beaucoup Thibaut Humbert. Fin des informations, on va faire une toute petite, très courte pause musicale et on revient avec nos invités dans quelques secondes. On va pas faire beaucoup de... Tout le monde est un peu excité. Enfin non, ça va bien. Vous allez bien, ça va? Oui, ça va. Ça va. Je suis passé l'autre jour entre Herblay et Éragny par la nouvelle route. Là, il y a ils ont aménagé. Oui, tout à fait, oui. Il y avait un bouchon terrible sur l'autoroute et Waze me fait passer par là. Oui, voilà, j'ai découvert les Bayonne et tout ça. Mais ils ont amélioré la voirie, là. Oui, tout à fait. Et puis il y a une transversalité maintenant qui peut se faire pour aller sur le centre d'Herblay. Absolument. Mais là, il m'a fait sortir à la sortie. J'ai découvert ça l'autre jour. Je connaissais là, mais souvent pour moi c'était des cul-de-sac, ce coin-là. Je me perdais là-dedans. Et là, j'ai vu qu'il y avait une magnifique route qui passait avec des bordures de trottoirs incroyables. Ils ont fait un travail. Oui, non, tout à fait. Et il y avait un accident et il m'a fait sortir à l'échangeur juste avant. Et il m'a fait passer par Herblay, puis après tourner à droite. Et j'ai pris cette route tout droite là qui m'a amené quasiment au pont de Éragny. Oui, tout à fait. J'ai gagné du temps parce que la 15 était bouchée. Et je me suis fait la remarque, j'ai dit ça a changé ce coin, parce qu'à un moment donné il y avait des coins un peu sordides. Oui, il y a une. Mais je trouve que ça s'est pas mal arrangé quand même. Ouais. Par contre, qu'est-ce qu'il y a comme caravane, des propriétés avec des caravanes? Ah, ça c'est. En effet, c'est surtout sur Herblay. Oui, c'est surtout sur Herblay. Mais c'est des vraies propriétés, quoi. Enfin, c'est bien sûr, avec tout des à fait. avec des trucs. Oui, se sont sédentarisés. Mais des dizaines de caravanes. C'est vraiment une respiration parce qu'on a beaucoup de choses à dire, donc il faut qu'on y retourne. D'accord. Nous voici de retour après la pause musicale. Nous voici au bar de l'économie. Je suis en compagnie de Thibaut Humbert, maire d'Éragny, de Jean-François Benon, directeur général du comité d'expansion économique du Val d'Oise, et de Sabine Marcelin, avocat, fondatrice du cabinet d'avocats Aurore Légal. Alors Thibaut Humbert, vous êtes un jeune maire, vous avez été élu en 2014, vous avez 47 ans, vous briguez d'ailleurs un second mandat, vous venez de l'annoncer. Déjà, est-ce que la fonction de maire, c'était ce que vous vous attendiez au départ lors de votre première élection, donc en 2014? On s'attend toujours à quelque chose. Alors, est-ce que je m'attendais? Alors, j'ai quand même la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais d'avoir connu ça, puisque mon père a été maire 25 ans après dans le Val d'Oise. Donc, ça, évidemment, ça m'a permis de connaître la fonction de maire. Mais il est vrai que je ne m'attendais pas à tout. Cette tâche aussi prenante et prégnante, mais c'est passionnant. C'est passionnant parce que ce lien que l'on crée avec nos habitants, nos administrés, ces rencontres, donc humainement c'est passionnant, intellectuellement bien entendu
c'est formidable. On apprend énormément de choses. Vous savez, ne serait-ce que les finances publiques. Moi, je suis de formation financière, parce que je suis banquier. Vous êtes un cadre, oui, issu de la banque. Voilà, mais en revanche, ça n'a rien à voir avec la finance publique. C'est pour ça, quand on dit « Ah oui, c'est un banquier », je ne parle pas pour notre président actuel, c'est un banquier bien géré. Il faut savoir que la finance publique n'a rien à voir, entre guillemets, sur une gestion privée, bien qu'on peut comparer une gestion de bon père de famille avec aussi une gestion saine d'une collectivité telle que la ville d'Éragny. Mais en effet, je brigue un second mandat, tout simplement parce que 6 ans, c'est court, c'est long et très court à la fois. Et donc, le temps de mettre en place les choses, sachant qu'on est arrivé dans une période compliquée pour les collectivités avec les baisses de dotation de fonctionnement. Et donc, évidemment, les projets, le temps qu'ils se mettent en route, les lourdeurs administratives. Ça, vous le ressentez? Ah, ça, on le ressent. Vous savez, ne serait-ce qu'on a un projet d'école. Ce projet d'école qui est bien avancé, bien entendu, puisque les terrains ont été achetés. Il vous faut à peu près 5 ans, à partir du moment où vous avez décidé de faire l'école, jusqu'au moment de la livraison de l'école, il vous faut 5 ans. C'est un laps de temps qui paraît anciens, énorme. en tout cas mes collègues qui ont plus de bouteilles que moi me disent ah ben non mais c'est comme ça, c'est la réalité. Alors bien entendu parce que vous avez un concours d'architecte qui dure 1 an et demi, vous avez il faut trouver le terrain, une fois que vous avez trouvé le terrain, il faut négocier avec les propriétaires. Voilà, après il faut aller trouver les financements, bien entendu, parce qu'une école comme Éragny, là, qui va être créée dans le quartier du Bas-Noyer, c'est 10 classes, c'est 12 millions d'euros. Donc ça aussi, bien entendu, il faut aller trouver les financements. Et ce qui, nous, on a une grande chance sur le territoire Cergy-Pontoise, c'est que la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a pris dans sa compétence l'accueil des nouvelles populations, ce qui permet, bien entendu, de faire face à ces coûts d'infrastructure. Voilà, de vous faire aider, en fait. Voilà, tout à fait, parce c'est très bien, et comme je le disais tout à l'heure dans mon propos introductif, on est une très jeune ville, mais il faut pouvoir accueillir dans les crèches, dans les écoles, ces nouvelles populations, et on n'est pas toujours aidé par les lois du gouvernement qui nous pondent des lois et sur lesquelles les maires doivent bien entendu se débrouiller pour pouvoir accueillir confortablement nos administrés. Alors, par rapport à votre mandat et à votre projection de projet donc, en 2014, qu'est-ce que vous avez réussi à mener et qu'allez-vous faire donc quelle va être la suite pour le mandat à venir? Alors, je pense qu'il y a une chose fondamentale qui est d'avoir créé recréé un lien avec la population, entre la municipalité et la population. Voilà, je m'arrêterai là, je ne reviendrai pas sur le passé, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais en tout cas, ça c'est aussi une chose très importante, parce qu'il faut être à l'écoute de nos concitoyens, c'est ça aussi, il y a un bashing élu, on critique les élus, et je pense que être à l'écoute, être soi-même, et avoir le maximum de bon sens. Donc ça, c'est aussi très important. On critique les élus, mais le maire est quand même très apprécié des Français, à plus de 60 ou 70%. C'est la fonction préférée des concitoyens. Il y a 67% exactement, d'après le dernier sondage, des Français, alors dans les villes de moins de 100 000 habitants, parce que là on rentre dans des considérations autres, qui en effet apprécient leur maire. Donc ça c'est une très bonne chose, parce qu'en effet, le maire, c'est l'élu de proximité, la personne que l'on va voir faire ses courses comme tout le monde, que l'on va voir au stade de foot, que l'on va voir au gymnase, que l'on va voir à l'école, que l'on va voir... Voilà, c'est aussi donc ça. Vous êtes partout. Eh bien, on essaie d'être partout. On essaie d'être partout, mais les journées sont faites que de 24 heures. Ben oui. Et on a aussi la vie familiale, tout ça. Mais quand vous êtes maire 24 heures sur 24. Finalement, on n'a plus de vie privée quand on est maire, c'est ça? Eh bien, on a très peu de vie privée. Alors, on a une vie privée, parce que quand on ferme la porte de chez soi, on est quand même chez soi. Mais en effet, on n'a plus de vie privée, on peut être appelé à tout moment. Et puis c'est ça. Alors après, tout dépend comment les gens
gens appréhendent le rôle de maire. Voilà, c'est... Alors, au cours de votre premier mandat, vous avez mis différentes choses en place, dont la sécurité, la vidéo protection. Pourquoi ? Parce que c'était, vous savez, tout à l'heure, alors c'était hors antenne, je vous parlais de notre marque de fabrique. En 2013, lorsque je me suis présenté, lorsque j'ai été choisi pour mener une liste aux élections municipales de 2014, moi, je souffrais d'un déficit de notoriété par rapport au maire sortant, Mme Gillot, qui était sénatrice, qui a été secrétaire d'État, qui a été députée, qui est conseillère générale, parce que l'avant c'était conseillère générale, qui était très connue sur de la gauche du département, mais aussi de la région. Et donc, moi, par rapport à ce déficit de notoriété, on s'est dit, il faut qu'on parte de bonne heure. Et donc, on est parti un an avant les élections, et nous avons été à la rencontre des Iraniens, non seulement pour me faire connaître, mais également pour écouter leurs attentes. Et nous avons fait 85 soirées de porte-à-porte, donc nous avons vu quasiment 70% des foyers, nous avons touché 70% des foyers, et là, le premier sujet qui revenait très régulièrement, qui était récurrent, c'était quasiment une fois sur deux lorsque l'on en parlait avec les Iraniens, c'était le problème de sécurité. Et qui est toujours, de toute façon, vous le regardez là sur les enjeux des élections municipales au niveau national, la sécurité revient dans les trois projets, les trois préoccupations principales des Français. Donc la sécurité, c'est en parler, c'est une chose, agir, c'est autre chose. Et donc il faut aussi agir. La vidéoprotection, aujourd'hui, quels que soient les bords politiques, la vidéoprotection, il y en a partout. Vous regardez sur l'agglomération de Cergy-Pontoise, la Cergy a la vidéoprotection. À Saint-Ouen-l'Aumône, on a la vidéoprotection. On ne va pas savoir que ce sont des villes tenues par des idylles de droite. Donc voilà, aujourd'hui, il faut avoir conscience de ça. Ça ne résout pas tous les problèmes, la vidéoprotection, mais en tout cas, ça dissuade et ça permet quand même de limiter, on va dire, la casse. Et on le voit très bien parce que nous, sur Irani, depuis qu'on a mis la vidéoprotection, parce qu'on est toujours dans le déploiement, ça se fait en plusieurs phases, on a déjà eu 8 caméras endommagées. Donc ça veut dire que ça dérange quand même certains. Voilà, et donc vous maintenez le cap. Alors, autre problème dans le Val d'Oise, c'est le manque de médecins. Qu'en est-il sur Irani ? Alors, sur Irani, c'est une très bonne question, et ça, nous sommes fiers aussi de cette réalisation, puisque lorsque j'ai été élu, j'ai été sensibilisé par un médecin d'Irani qui m'a fait un état des lieux du nombre de médecins, et surtout de leur âge. Et il se trouvait que dans les 2 ans qui venaient, la moitié des médecins d'Irani prenaient leur retraite, s'en allaient. Voilà, donc on est passé en 2 ans de temps de 10 médecins sur la ville à 5 médecins. Donc, autant vous dire que c'était une réelle préoccupation. 18 000 habitants, ça fait pas beaucoup. Exactement, c'était une réelle préoccupation. Donc nous avons tout de suite monté un comité de pilotage pour savoir quelles étaient les solutions. Et nous avons donc travaillé avec l'ARS, avec l'ordre des médecins, avec l'ensemble des professions médicales, pharmaciens, infirmières, entre autres, sur le territoire, pour savoir comment faire face à cette pénurie de médecins. Nous avons décidé de créer une maison de santé pluriprofessionnelle. Nous avions un local tout neuf à disposition dans le quartier de la gare d'Irani. Et donc nous avons pris les choses en main. Nous avons créé ces locaux, hein, c'était une coque vide, pour pouvoir accueillir 3 médecins généralistes, un ostéopathe, 2 infirmières et une psychologue. Voilà. Et donc, avec l'aide, bien entendu, de la région Île-de-France, parce que Valérie Pécresse s'est aussi emparée, malgré que ce ne soit pas dans les compétences de la région, et du maire, aller recruter des médecins, ce n'est pas les compétences du maire, normalement. Hein. Mais voilà, il fallait le faire. Et donc, la région Île-de-France, parce qu'il faut savoir que la région Île-de-France, c'est le premier désert médical en France, hein, quand on met le nombre de médecins par rapport aux 12 millions d'habitants que compte la région Île-de-France, nous sommes le premier désert médical. Et donc, voilà,
voilà, donc nous avons fait réaliser avec bien entendu l'aide de nos partenaires, les pharmaciens, encore une fois, les infirmières, le personnel médical de la ville, les professions médicales de la ville, et également on a été accompagné par un cabinet pour recruter les médecins, puisque ça on ne sait pas faire, même si mes services avaient été en formation, mais c'est très compliqué. Aujourd'hui on est très fiers, puisque c'est en tout cas la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, la première maison médicale pluriprofessionnelle qui a été mise en place, mais au bout de 3 mois, vous voyez, parce que c'est 3 médecins, au bout de 3 mois, ils ne pouvaient plus prendre de patients. Donc, et il faut encore que l'on continue pour répondre à ce désert médical. Alors vous êtes également conseiller régional d'Île-de-France. Quelles sont vos priorités pour l'Île-de-France et pour le Val d'Oise en particulier? Le sujet, on le sait très bien, quand on parle de la région Île-de-France, beaucoup de choses ont été faites par Valérie Pécresse. Il faut savoir que le Val d'Oise était complètement oublié par la région Île-de-France. On a eu deux mandats de M. Huchon qui, franchement, je pense, ne savait pas où se trouvait le Val d'Oise. Moi, j'exagère un peu, mais c'est aussi quand même une réalité. Aujourd'hui, alors, on sait très bien, la préoccupation première, c'est les transports, parce que ça fait partie de la compétence de la région. Il y a un très gros travail qui a été fait avec la rénovation des rames. Voilà, donc, mais il y a encore à faire, on le sait très bien. On voit bien que les réseaux sont saturés. Exactement, les réseaux sont saturés. La INEH n'a toujours pas sa connexion à Pleyel. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de sujets, de toute façon, mais comme il y a eu tellement un retard, un fossé qui a été creusé, qu'aujourd'hui, ne serait-ce que rénover le réseau, c'est des années. C'est non seulement de l'argent, voilà, c'est non seulement de l'argent, mais et également des années de travaux. Et on le voit très bien, on a une population grandissante dans le Val d'Oise plus généralement, hein, on l'a encore dit tout à l'heure, une population jeune avec beaucoup de personnes qui travaillent sur Paris, et donc il faut pouvoir améliorer ces transports, et c'est une tâche auquel la majorité île-de-francilienne, en tout cas au Conseil régional d'Île-de-France, prend avec célérité, et voilà, mais tout ne se fait pas un jour, je rappelle, hein, on a été élu en fin 2015, donc on va dire janvier 2016, ça fait que 3 ans. 3 ans pour rattraper 20 années de retard, c'est un peu compliqué. C'est sûr, mais alors justement, est-ce que vous êtes sensible au fait qu'on a toujours, que dans le programme justement de la région, il n'y a pas de lycée, dans les 10 ans à venir, il n'y a toujours pas de lycée international? Comment peut-on faire pour que l'on programme en Val d'Oise un lycée international? Mais ce serait une très bonne question. C'est vrai que vous me sensibilisiez tout à l'heure là-dessus. C'est vrai que ça pourrait être une très bonne question à poser, et pourquoi pas un projet à monter pour avoir un lycée international sur le Val d'Oise, surtout qu'on va avoir le grand projet de campus international sur la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Dont vous faites partie. Dont je fais partie, puisque en plus c'est dans ma délégation, parce que je suis vice-président à l'enseignement supérieur et à la formation. Et c'est vrai que ce serait une continuité, ce serait très bien de pouvoir bénéficier de ce lycée international. On compte sur vous. Merci beaucoup Thibaut Imbert. Merci. On va passer la parole tout de suite à Jean-François Benon. On va continuer, si vous voulez bien, sur le Val d'Oise. Jean-François Benon, vous êtes le directeur général du comité d'expansion économique du Val d'Oise. Alors, première question, j'avais envie de dire, avant de parler de la mission économique au Japon qui va bientôt arriver, quelle stratégie avec la Chine ? Écoutez, la Chine, pour nous, c'est un pays important, et pour ce département en général, pour la France aussi, bien entendu. Pourquoi ? Depuis quelques années, on voit monter dans le Val d'Oise des investissements considérables portés par des sociétés chinoises. Alors après, philosophiquement, on en pense ce qu'on veut. On sait que parfois, ces investissements sont critiqués. Ils correspondent pourtant à des solutions qui permettent de lancer des projets tout à fait structurants. Je prends un seul exemple qui est d'une grande actualité. On a parlé il y a quelques jours et encore tout récemment du projet Europa City, hein, qui est un projet important pour notre département, qui est fortement soutenu par l'ensemble des acteurs institutionnels et économiques du Val d'Oise, au moment où le gouvernement a relancé une réflexion confiée à la ministre de l'Environnement sur ces questions. Ce projet, il faut le rappeler, c'est un projet totalement privé de 3 milliards d'euros, et sur les 3 milliards d'euros, vous avez quand même 1,5 milliard, la moitié du financement qui est apporté
par une société chinoise, le groupe Vanda. Donc de la même façon, on a dans le Val d'Oise aujourd'hui des sociétés comme Fosun, qui est la société qui a racheté le Club Méditerranée, qui regarde des projets d'investissement dans ce qu'on appelle le corridor aéroportuaire entre Paris et Roissy-Charles de Gaulle. On a le groupe Hainan à Chena, qui a beaucoup investi ces dernières années autour de Roissy, y compris en rachetant d'ailleurs une entreprise que le groupe Air France a vendue, qui est la société Cerver, qui fabrique tous les plateaux repas pour les avions que l'on prend quand on décolle de Roissy, en grande partie en tous les cas. Et ça, c'est les capitaux chinois, tout ça. Nous avons également une montée en puissance des manifestations d'intérêt et puis des investissements concrets des Chinois dans le Val d'Oise autour de tout ce qui concerne l'activité touristique, ce qu'on appelle les resorts, les golfs, le golfe de l'Isle-Adam, entre guillemets, qui est en réalité après, en grande partie a été racheté il y a quelques années par des capitaux chinois. Tout récemment, une dizaine de jours, on inaugurait, toujours après, un magnifique hôtel de luxe qui s'appelle le Domaine des Vanneaux, qui a été qui résulte totalement d'investissements chinois, d'un projet considérable qui a été porté avec le soutien de l'architecte Villemotte. C'est un très beau produit qui vient valoriser toute la qualité de l'hébergement et de l'organisation de séminaires de très haut de gamme dans cette partie stratégique de notre département. Ben, écoutez, c'est les Chinois qui ont investi et ils étaient là pour l'inauguration et on est très fiers effectivement de favoriser ce type d'investissement. Il y a 2 ans, on a également accueilli un investissement chinois à l'Isle-Adam avec le château des Forgés, qui est un très beau château un peu confidentiel dans la forêt de l'Isle-Adam. Ce château a été également racheté par un groupe chinois. Et c'est aussi les Chinois derrière Europa City, ben c'est ce que je dont le projet a complètement changé. Le groupe Vanda, je vous en ai dit un mot, c'est un projet de 3 milliards d'euros, 1,5 milliard apporté par les Chinois, 1,5 milliard d'argent privé chinois, c'est pas rien. Oui, donc Europa City ne coûterait rien du tout à la République, finalement. Il ne coûtera absolument rien à la République, c'est totalement privé. Et non seulement il ne coûtera rien à la République, mais il faut un peu rétablir aussi les choses dans cette affaire d'Europa City. C'est également les capitaux du groupe Auchan, Citrus, la filiale immobilière d'Auchan, et du groupe Vanda qui vont accompagner la création de la gare du métro automatique. Parce qu'on nous parle beaucoup de la gare du métro automatique sur le triangle de Gonesse, qui, je rappelle, est la seule gare existante de ce fameux métro automatique dans le Val d'Oise. On n'a pas été très gâtés quand même M. Lambert le disait tout à l'heure, le Val d'Oise, on ne peut pas dire que depuis une vingtaine d'années soit le territoire le plus gâté en Ile-de-France. Il y avait un vrai retard, notamment dans les transports et dans beaucoup de domaines, malheureusement. Et donc, cette pauvre gare, entre guillemets, de la ligne 17 qui est dans le triangle de Gonesse, bien sûr que c'est un projet public, mais en réalité, le financement et les travaux vont être apportés beaucoup avec l'appui financier du groupe Auchan et de Vanda. Voilà. Et revenons sur le projet Europa City, ça n'est plus du tout le projet du départ, c'est bien un projet... J'étais présent, les élus, et notamment Madame Christine Gavecki, la présidente du conseil départemental, accompagnée par l'ensemble des représentants socio-économiques, et puis du maire de Gonesse, etc., et du président de l'intercommunalité du Grand Roissy, de Roissy Porte de France, était présent le 4 octobre dernier à Paris pour une conférence de presse, accompagné par tous les acteurs économiques du Val d'Oise, et puis par des représentants des populations de ces territoires. Et pour rappeler simplement quelques fondamentaux, ce projet, il est important pour notre territoire pour tout un tas de raisons. Après, philosophiquement, on apprécie ou pas ce type de loisirs, mais ce sont des loisirs qui attirent beaucoup de monde. Et ce projet, il n'a rien à voir avec la caricature qui continue à être distillée par certains qui ont peut-être intérêt à lui donner une composante un peu ridicule. Je veux dire, on nous a reparlé de la piste de ski il y a très longtemps, que ce concept qui n'était qu'un concept a été abandonné. Enfin, il n'y a pas d'actualité du tout. Il n'y aura pas de piste de ski dans Europa City. Ça ne sera pas un centre commercial. Il n'y aura pas des caddies. On n'aura pas un hypermarché. Oui, puisqu'on voit que les commerçants d'Aulnay-sous-Bois luttent contre soi-disant la désertification des centres-villes. Non, mais écoutez, quand on connaît le problème, il faut vraiment s'intéresser concrètement à ce dossier, le regarder de près, et vous verrez qu'en réalité, c'est une chance impressionnante parce que, ça fait le lien avec la Chine, on est vraiment dans ce concept sur le renouveau des loisirs sur un territoire. Le groupe Auchan, avec sa filiale Citrus, depuis 10 ans qu'ils investissent dans ce projet. Je rappelle qu'il y a une équipe d'une trentaine ou une quarantaine de personnes qui, depuis 10 ans, à la demande du gouvernement, avec le feu vert de l'ensemble des parties prenantes gouvernementales, travaillent sur la conception de ce projet. En réalité, quel est leur travail? Ils font le tour du monde
pour aller chercher ce qui est le plus actuel, ce qui se fait de mieux en matière de détente, de loisirs. Et en fait, ils vont chercher dans le monde entier les produits les plus actuels, que ce soit dans le domaine muséal, parce qu'il y aura de la culture, dans le domaine du loisir, de la détente, dans le domaine des grands spectacles, etc., etc. Ce lieu d'Europa City, en fait, c'est un lieu qui est à la jonction entre la culture, le sport, les loisirs, et il y aura évidemment un pôle restauration, un pôle hôtelier, il y aura du commerce, un petit peu, 30% de commerce de mémoire, mais enfin, ce n'est pas du tout la caricature qu'on veut bien lui donner. On a l'impression que c'est un énorme centre commercial de plus, c'est pas du tout ça. En fait, c'est un laboratoire expérimental qui va être à la pointe de ce qui se fait de mieux, pas en Europe, pas en France, dans le monde. Et je crois qu'on aura une certaine fierté à se dire que ça peut se passer dans notre département, qu'il y en a bien besoin. Et quand on écoute à la fois les élus locaux, qu'il faut quand même un petit peu respecter, parce que ce sont quand même eux qui sont porteurs de la légitimité démocratique et à qui on doit d'abord donner la parole avant d'aller écouter des associations dont on ne sait pas toujours très bien qui elles représentent. En l'occurrence, d'ailleurs, vous remarquerez, ça a été très bien dit lors de la conférence de presse, les opposants, entre guillemets, qui sont un petit peu virulents sur ce dossier, il serait intéressant de voir où ils habitent, si vous voulez, parce que ce n'est pas forcément des gens du territoire. Et la moindre des choses, c'est quand même d'écouter un petit peu les habitants et les élus du territoire. Peut-être leur légitimité est un peu plus forte. Voilà. Merci Jean-François Benon d'avoir fait le descriptif de ce magnifique projet, il faut quand même le dire. Et on espère qu'il verra bien sûr le jour. Alors en quelques minutes peut-être sur votre prochaine mission au Japon, qui est une mission annuelle d'ailleurs. Oui, alors vous savez que le Val d'Oise et le Japon, c'est une vieille histoire. Le département du Val d'Oise, depuis 1987, a signé un accord de coopération avec la région d'Osaka. C'est un accord de coopération qui est assez unique au niveau national. On est très repéré d'ailleurs au niveau national et international dans cette relation franco-japonaise. Le Val d'Oise est vraiment identifié, y compris par nos amis japonais, comme un territoire ouvert aux investissements, aux coopérations, dans tous les domaines d'ailleurs avec le Japon. Alors, la présidente du conseil départemental propose chaque année, le département organise chaque année un déplacement qui intègre évidemment une composante économique, mais qui intègre de plus en plus, et c'est bien, une composante culturelle, une composante sportive, une composante universitaire. Et il y a aujourd'hui des coopérations dans tous ces domaines qui se sont développées depuis 35 ans entre notre département et le Japon. Monsieur Humbert est le représentant de la communauté d'agglomération en charge de l'enseignement supérieur. Il y a quand même 5 établissements d'enseignement supérieur de Cergy-Pontoise qui, au fil des années, chacun les uns après les autres, ont signé des accords de coopération, d'échange d'étudiants et d'enseignants-chercheurs avec le Japon, notamment avec Osaka, mais pas uniquement, également avec la province de Saga pour l'école de biologie industrielle. Pourquoi Saga? C'est une préfecture qui est au sud du Japon, parce que c'est l'épicentre de la Cosmetic Valley japonaise, qu'on appelle le Japan Cosmetic Center. Et le CEVO a été à l'origine du rapprochement entre le pôle de compétitivité Cosmetic Valley et le Japan Cosmetic Center. Donc on a des coopérations universitaires. Chaque année, aujourd'hui, à Cergy-Pontoise, on a des étudiants japonais qui viennent, à tel point d'ailleurs que le conseil départemental a fait voter une délibération il y a quelques mois pour apporter des bourses, pour inciter justement des jeunes japonais à venir faire leurs études à Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise. Et donc le conseil départemental leur donne une bourse pour les aider à vivre pendant 1 an dans notre département. Tout ça est très, très symbolique, mais très important dans cette relation, parce que ces jeunes, vous savez, sont ensuite des véritables ambassadeurs. Tous ces jeunes étudiants qui viennent faire leurs études dans le Val d'Oise, quelques années après, ils ont des responsabilités dans leurs fonctions respectives, et ils deviennent eux-mêmes, ils se souviennent qu'ils sont venus dans le Val d'Oise. Et c'est très étonnant de voir comment ensuite on les retrouve dans la vie économique et comment ils deviennent des véritables ambassadeurs de notre territoire. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Saint-Ouen-le-Monde et j'ai rencontré la société Takeshi, qui est une très belle entreprise que l'on avait aidé à s'installer quelques années. Ils font du matériel de travaux publics, un peu comme Kubota, c'est un concurrent de Kubota, qui est également dans le Val d'Oise depuis 40 ans. Et Takeshi, j'ai rencontré dans cette entreprise une jeune responsable de la société Takeshi, qui est japonaise, on discutait, et elle m'a dit, écoutez, il y a 10 ans, 12 ans, je ne me souviens plus,
je suis venu faire mes études à l'université de Cergy-Pontoise, j'ai découvert le Val d'Oise, voilà, et aujourd'hui je reviens, et maintenant je suis dirigeant, enfin je suis responsable dans cette société Takeshi. C'est très amusant et très original. Donc je crois que toutes ces relations, y compris à partir des plus jeunes, c'est important. Et puis alors on a évidemment la relation historique dans le monde économique. Celle-là, le CEVO la porte depuis 30 ans, c'est un de nos piliers à la demande des élus du département, maintenant également de la région. D'ailleurs Valérie Pécresse, qui était évoquée il y a quelques minutes, a parfaitement identifié le travail qui est fait dans le Val d'Oise depuis 30 ans sur la partie japonaise. Valérie Pécresse est elle-même très sensible au Japon. Elle a vécu pendant quelques temps, pendant ses études, je crois, quand elle était HEC au Japon. Elle parle d'ailleurs assez bien le japonais, je crois, en tout cas elle se débrouille en japonais. Et donc elle nous a beaucoup incité à travailler cette cible. Et d'ailleurs dans la convention de coopération que nous avons entre le conseil départemental et le conseil régional d'Île-de-France, excusez-moi, et le CEVO, nous sommes mandatés par le conseil régional pour travailler la cible Japon. Voilà. Alors nous avons aujourd'hui une 60aine de sociétés japonaises qui sont installées dans ce département, c'est énorme. Il y a à peu près 450 sociétés japonaises en France. Vous avez une concentration d'une 60aine qui sont dans le Val d'Oise, et leur nombre continue à augmenter au cours des dernières années. Les 2 dernières années, c'est 6 sociétés japonaises supplémentaires qui ont fait le choix de s'implanter dans le Val d'Oise, y compris d'ailleurs avec des très beaux investissements. La société Daito Kasei, que nous avons accompagnée pendant 3 ans, s'est installée à Frépillon dans un très bel établissement industriel pour faire des poudres pour l'industrie cosmétique. La société Sysmex est tout près de chez M. Humbert, elle est à Neuville-sur-Oise, qui a fait un très bel investissement dans les biotechnologies avec un centre de recherche, et elle prévoit déjà des agrandissements d'ailleurs, Sysmex. Ils sont à Kobe, on ira les voir d'ailleurs lors de notre mission dans quelques jours. On a également des sociétés qui se sont installées à Roissy, comme Sartorius, le leader japonais dans les machines pour peser dans les laboratoires les ingrédients, ou la société Menikon, qui est le leader japonais des lentilles de contact, qui a implanté son siège social également à Roissy. Puis on pourrait multiplier également d'autres sociétés comme Mitsubishi Heavy Industries, qui s'est installée à Saint-Ouen-l'Aumône. Enfin voilà, tout ça pour montrer que cette dynamique, elle est réelle. Alors, ce qui est important pour nous, et c'est l'objet de cette mission en partie aussi, c'est bien sûr, nous allons assurer la promotion de notre territoire. C'est le cœur du métier du CEVO, on sait le faire, et surtout on essaie de le faire en permanence partout, chaque fois qu'on le peut. Mais on veut également, et c'est un des objectifs de la région aussi et du département, c'est d'arriver à inciter de plus en plus de PME, d'entreprises du Val d'Oise, à aller aussi affronter, découvrir et s'insérer sur le marché japonais. C'est pas si facile que ça, c'est un marché difficile, mais en même temps on a de très beaux succès. On a accompagné il y a quelques années la société Vigon, qui est une très belle entreprise dans le domaine du médical, qui est basée à Écouen, et nous avons aidé cette société avec notre bureau à Osaka à prendre pied au Japon. Aujourd'hui, la filiale de Vigon au Japon est un succès phénoménal. Les matériels médicaux de cette belle société Vigon sont beaucoup percés au Japon, et cette filiale japonaise est un succès. La société Axon, qui est à Saint-Ouen-l'Aumône, a également ouvert une filiale au Japon, et nous avons aujourd'hui beaucoup d'intérêt, y compris de TPE, PME, pour regarder ce marché. Il faut les accompagner, c'est pas simple. L'intérêt d'avoir une relation historique avec les collectivités territoriales, c'est que quand on a le gouverneur qui est sensibilisé aux problématiques d'une entreprise qui doit faire des formalités, beaucoup de formalités au Japon, c'est un pays très procédurier, un peu complexe, où il faut du temps. C'est vrai que le fait qu'il y ait une relation institutionnelle, ça facilite également beaucoup la relation économique. Et on est là dans un rôle de facilitateur, et on est très fiers d'accompagner les entreprises. Donc on a une mission, et je vais terminer là-dessus, qui va partir effectivement début novembre avec une quinzaine d'entreprises au Japon, que nous coordonnons au CEVO, avec d'ailleurs toujours, c'est notre façon de travailler, et on le fait d'ailleurs à la demande du conseil régional également, avec la chambre de commerce, avec le MEVO, avec la CPME, avec les conseillers du commerce extérieur de la France. On arrive toujours groupés, et on amène une quinzaine d'entreprises qui vont découvrir le marché japonais dans 2 domaines. Le domaine de l'aéronautique autour de Nagoya. Nagoya, c'est l'épicentre de Toyota, c'est la ville de Toyota bien sûr, mais c'est aussi depuis quelques années, à la demande du gouvernement japonais, une ville qui monte sur les programmes aéronautiques. Les Japonais ont été bridés pendant des années après la Deuxième Guerre mondiale. On leur avait quasiment interdit de s'investir dans la construction des avions. Ils sont aujourd'hui repris un peu de liberté, et ils développent des programmes d'aviation, notamment d'aviation commerciale. Ils ont lancé un programme avec Mitsubishi magnifique qui s'appelle le Mitsubishi Regional Jet, qui est un avion moyen courrier de taille une centaine de passagers. Ce programme est en plein développement. Cet avion d'ailleurs a volé, il vole déjà, il est venu au Bourget il y a 2 ans.
Et l'épicentre de cet avion, c'est Nagoya. Le problème, c'est que les Japonais, traditionnellement, étaient très orientés sous les sous-traitants américains, nord-américains. L'emprise américaine reste forte au Japon, mais ils en ont un petit peu marre, pour parler vulgairement, et ils ont envie de diversifier leurs fournisseurs en se tournant vers le marché européen. Et donc, concrètement, ça veut dire que pour des entreprises comme les nôtres dans le Val d'Oise, où nous avons beaucoup de sous-traitants aéronautiques qui travaillent pour Airbus, pour Boeing, pour Bombardier, pour Embraer, le Val d'Oise est un épicentre de la sous-traitance aéronautique. Oui, on en a parlé ensemble le mois dernier. Et à Eragny, on a de très belles compétences autour de Safran, avec Sagem Défense Sécurité, dans l'optronique, etc. On essaye maintenant de favoriser l'accès de nos PME-PMI à des programmes comme celui des programmes japonais. Alors, rappelez-nous les dates du prochain voyage. Donc, cette mission est purement économique, aura lieu du 4 au 11 novembre prochain. Voilà, donc si vous voulez rejoindre Jean-François Benon, donc le comité d'expansion économique pour cette mission au Japon, eh bien contactez le CEVO, cevo.fr. Allez, on va faire tout de suite une pause, mais cette fois c'est la culture culinaire française. Bonjour Bruno. Alors, quel plat aujourd'hui nous proposez-vous? Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Ben alors aujourd'hui Florence, j'ai tout simplement décidé de vous faire plaisir. On ne va pas faire de viande, pas de poisson, pas de triperie, non, rien de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Des pâtes. J'adore les pâtes. Mais on ne va pas faire ça en les plongeant dans l'eau et attendre que le temps de cuisson écrit sur l'emballage soit passé pour les égoutter et les mettre dans l'assiette. Non, pas du tout. On va faire d'une autre manière et j'espère que cela vous plaira. D'abord, je dois vous dire que mon épouse est d'origine italienne. Alors forcément, les pâtes, ça veut dire quelque chose pour elle. Au printemps dernier, nous sommes allés en Italie, à Sorremo, dans sa famille, chez sa tante et chez sa cousine. Et naturellement, Lita, c'est sa cousine, nous a fait des pâtes. C'est cette recette pour 4 personnes que je vous propose. Il vous faut 500 g de tagliatelle, vous savez, ce sont les pâtes longues et plates, 4 tomates, des petits oignons, du parmesan, quelques feuilles de basilic, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et puis c'est tout. Naturellement, il faut aussi des pâtes. Pour commencer, dans une poêle, vous versez 2-3 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. Quand ça commence à chauffer, vous mettez en premier les oignons que vous avez épluchés et émincés et vous les faites revenir. Pas à feu vif, hein, il faut prendre son temps. Une fois les oignons revenus, vous ajoutez les tomates coupées en dés afin de les faire compoter. Vous oubliez à ce moment-là votre poêle, toujours à feu doux, et vous mettez vos pâtes dans un faitout jusqu'à ébullition. En fait, elles doivent rester un peu plus qu'al dente, comme on dit en italien, un peu croquantes. Ne vous occupez pas du temps de cuisson qu'il y a sur le paquet. Le juge, c'est vous. C'est vous qui voyez si elles sont bien ou pas cuites. Quand vous jugez qu'elles sont encore un peu croquantes, avec une pince, vous les mettez dans la poêle où les tomates, les oignons et l'huile d'olive les attendent impatiemment. Une fois que vos pâtes sont dans la poêle, vous prenez une louche et vous versez de l'eau de cuisson dans la poêle. C'est pas la peine d'en mettre trop. C'est là que vous allez finir la cuisson. Vous mélangez bien délicatement, vous goûtez de nouveau et ensuite vous pouvez apporter carrément la poêle sur l'assiette et vous allez vous régaler. Cette cuisson en 2 temps change tout. Bien sûr, vous n'oubliez pas de râper un peu de parmesan sur les pâtes fumantes et de mettre quelques feuilles de basilic. Je vous préviens, vous ne pourrez plus faire cuire les pâtes autrement. Alors, vous pouvez faire ce plat comme ça, tout seul, ou alors vous pouvez le préparer avec une belle échine de porc, avec son jus, et là, c'est un pur bonheur. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça, Philippe, vous allez me demander? Un joli morgon pourrait parfaitement s'inviter à la table. Allez, bonne cuisine et à très vite. On se retrouve tout à l'heure dans l'émission Sport en Val d'Oise. Mais attention, avec un invité exceptionnel. Luis Fernandez, oui, l'ancien joueur de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, et sera parmi nous. Émission exceptionnelle avec un horaire aussi un peu exceptionnel. Ce ne sera pas de 13h30 à 14h, mais de 13h à 13h30. Alors ne manquez pas ce rendez-vous. Au revoir et à très vite. Merci beaucoup Bruno. On vous suit avec Luis Fernandez, bien sûr. Le foot, tout le monde adore.
Au bar de l'économie, je suis toujours en compagnie de Thibaut Humbert, maire d'Éragny-sur-Oise et conseiller régional d'Île-de-France, de Jean-François Benon, directeur général du comité d'expansion économique du Val d'Oise, et de Sabine Marcelin, avocat, fondatrice du cabinet d'avocats. Pour notre troisième sujet du jour, Sabine Marcelin, politique de l'Europe sur l'innovation et l'intelligence artificielle. Alors, quelles sont les nouvelles règles ? Alors, pour promouvoir la politique industrielle en Europe, et en particulier ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle et de robotique, justement, que fait l'Europe ? Alors, pour promouvoir, il faut financer. Donc là, les nouveaux élus européens démarrent leurs activités et des bruits courent sur des méga-fonds pour promouvoir cette industrie. Des méga-fonds de 100 milliards, mais il est trop tôt pour savoir s'il s'agit d'une réalité. Et puis, il y a d'autres moyens d'aider, d'accompagner, comme ça a été dit tout à l'heure, les industries, mais aussi leur créer un environnement normatif rassurant, c'est-à-dire les aider, protéger l'innovation. Et pour cela, il y a beaucoup de choses qui se passent depuis récemment, en 2019. Donc il y avait déjà des règles que les auditeurs connaissent, des directives qui sont là pour unifier, harmoniser les politiques industrielles. Il y a bien sûr le fameux RGPD, le règlement... Oui, dont on a beaucoup parlé à ce micro, voilà, en son temps. Il y a aussi des règles très importantes pour la sécurité de l'information, une directive, le règlement cybersécurité, la directive Nice, qui en fait veulent élever le niveau de sécurité des créations informatiques afin de limiter les risques de cybercriminalité. Et alors, dans ce cadre, il y a beaucoup de projets, rien de vraiment spécifique à l'intelligence artificielle, mais beaucoup de projets. Il y a eu une résolution du Parlement européen en février 2019 pour une politique industrielle sur l'intelligence artificielle. Il y a eu à Paris une conférence en mars organisée par l'UNESCO sur l'IA et une approche humaniste. À Bruxelles également, la Commission européenne en avril a édicté des lignes directrices sur l'éthique qui accompagnerait l'intelligence artificielle ou l'IA. Et puis en mai, c'est l'OCDE qui a également proposé une recommandation sur l'IA. Et plus récemment encore, au mois de septembre, le Conseil de l'Europe a créé, donc 42 pays, a créé un comité ad hoc de réflexion sur l'intelligence artificielle. Donc faut-il légiférer, en fait, c'est la question. Alors c'est une question délicate parce qu'en fait il y a déjà des règles classiques qui vont s'appliquer à ces nouvelles technologies de l'IA. La responsabilité, les règles existent depuis fort longtemps, la propriété intellectuelle, la protection des données personnelles, mais il y a des nouvelles questions sensibles pour lesquelles peut-être qu'il faudra légiférer, notamment avec l'intelligence artificielle. Il y a une intégration du calcul qui fait que les raisonnements ne sont plus lisibles par les humains, et il y a une crainte que des raisonnements fondés sur le calcul ne puissent plus être expliqués. Donc c'est ce qu'on appelle le besoin d'explicabilité, qui se rapproche de la question de la transparence. Et là, il semblerait qu'il serait intéressant de connaître ce qui est à l'origine des décisions, si des systèmes embarqués ou des systèmes d'intelligence artificielle proposent des décisions. Il faut comprendre comment elles sont... Oui, en langage clair, ça veut dire, est-ce qu'il faut prendre pour argent comptant ce que nous disent des calculs mathématiques, finalement? Exactement. Donc ces machines, ces systèmes, ces algorithmes intégrés dans les programmes vont générer bien sûr du progrès, mais comment justifier de ces calculs? Exactement. C'est une demande forte. Donc là, les experts proposent de réfléchir à un renforcement de la réglementation. Et également, il y a un autre point, c'est sur la responsabilité. C'est-à-dire lorsque on a par exemple des véhicules autonomes, eh bien, qui est responsable? Ça, c'est très important. Tout à fait. Est-ce que c'est le conducteur? Mais s'il est inactif, est-ce que c'est le concepteur?
ou y a-t-il un seul concepteur? Est-ce que c'est celui qui a programmé? D'autant quand on sait qu'une voiture, c'est des multi-sous-traitants, donc il y a multi-fabricants finalement. Exactement, donc c'est des questions très actuelles et les instances européennes réfléchissent aux besoins potentiels de créer une réglementation. Alors actuellement, vous qui êtes dans un cabinet que vous avez créé comme une start-up il y a plus d'un an, oui. Quelles sont les demandes des clients actuellement, enfin, en tout cas des Français ou des sociétés étrangères, je ne connais pas vos clients, quelles sont les premières demandes face à toutes ces nouvelles règles administratives, juridiques auxquelles il faut faire face? Alors, les demandes principalement des clients qui sont innovants, que ce soit des start-up, comme vous dites, des PME, TPE ou des plus grandes entreprises, leur première demande, c'est qu'elles veulent être en conformité avec la loi. Donc, la loi, enfin, les règles dans le domaine du numérique sont riches et surtout évolutives. Donc, elles veulent savoir si elles sont en conformité, si leur projet, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que leur projet soit conforme aux lois. Et leur deuxième préoccupation, leur deuxième demande, c'est de protéger l'innovation, parce que ça nécessite de l'investissement, du temps, et donc comment peuvent-elles s'assurer qu'elles vont bénéficier de leur innovation, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les mesures à mettre en place pour protéger leur avancée technologique. Donc, pour l'instant, on n'en est pas encore à des contentieux, j'imagine, dans ce domaine-ci. Dans le numérique, il y a eu des contentieux depuis les années 70, mais dans le domaine de l'intelligence artificielle, non, pas encore, à ma connaissance. Donc là, il faut dire aussi que hier, l'OCDE a dévoilé son projet de taxe GAFA. Vous êtes au courant, j'imagine. Oui. L'Organisation de coopération et de développement économique a décidé de donner aux États davantage de marge de manœuvre pour taxer les grandes entreprises internationales qui échappent à l'impôt. Alors l'idée, ce serait de toutes celles qui disposent d'un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros et ayant une interaction durable et importante auprès du grand public dans un pays donné. Ça veut dire que ce serait uniquement les entreprises qui contactent directement le particulier et non pas ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire le professionnel. Effectivement, donc le raisonnement de l'OCDE, c'est que la richesse, le chiffre d'affaires de ces entreprises est effectué avec des consommateurs européens. Et donc, comment les territoires peuvent bénéficier de ce chiffre d'affaires qui lui-même échappe à l'impôt. Et donc c'est pour ça que ça a été assez complexe et que le critère qui a été retenu, c'est effectivement le lien commercial avec des particuliers. Avec des particuliers. Et donc, suite du programme les 17 et 18 octobre à Washington lors du prochain G20. Voilà, donc c'est un thème... Enfin, de la décision, suite de la décision, je voulais dire. C'est une question très délicate puisque c'est effectivement des questions tout à fait internationales et donc la position des États sera connue à ce moment-là. Alors au niveau de l'intelligence artificielle, vous avez parlé faut-il légiférer au niveau notamment de l'éthique? C'est un vaste sujet ça au niveau de l'IA. Alors l'éthique, c'est effectivement ce qui apparaît dans tous les textes, et y compris ceux qui veulent faire la promotion du financement, parce qu'en fait, comme on l'a vu, ce sont des programmes qui vont être intégrés dans les machines et on a besoin et quelque part, il y a une inquiétude, voire même un risque réel, que cela échappe au contrôle humain. Donc c'est pour ça qu'on parle d'éthique pour réintroduire des valeurs humanistes. Donc cette éthique, ce sont des questions... c'est difficile à mesurer en fait. C'est difficile parce que l'éthique, ce sont des racines, on va dire, culturelles, morales, qui vont, elles, après, servir d'éléments pour la construction du droit. Et le droit européen est, je pense, un droit humaniste. Donc les grandes idées les grandes idées d'éthique, les grandes questions, c'est est-ce que l'intelligence artificielle sera sous le contrôle humain? Il y a 7 principes qui ont été énoncés par la Commission européenne. Donc, ce contrôle humain va-t-il rester présent? La sécurité des systèmes, bien sûr, et leur robustesse, le respect de la vie privée, la transparence, que nous avons évoqué, l'équité, ce qu'on appelle en droit français la non-discrimination,
le bien-être sociétal et environnemental et la responsabilisation. Donc ce sont des concepts effectivement qui peuvent paraître théoriques, mais ils vont eux-mêmes après se décliner concrètement dans des règles juridiques. Est-on en avance en Europe sur ce thème-là, ou veut-on laver plus blanc que blanc finalement? Alors, il me semble que que l'Europe est en avance. Parce que justement, l'Europe a un système juridique qui a été construit à partir de concepts humanistes, alors qu'il y a d'autres régions du monde qui vont être plus sur des valeurs utilitaristes, économistes. Et donc, bien sûr, l'économie a une très grande importance, mais l'Europe essaye de concilier ces différentes valeurs. C'est aussi pour nous protéger des sociétés étrangères? C'est, je pense, pour effectivement défendre l'industrie européenne qui est plus fragmentée, qui est plus, comment dirais-je, peut-être moins unifiée que certaines politiques régionales autres, comme la Chine ou les États-Unis. Oui, les États-Unis qui ont interdit il y a quelques jours 8 entreprises d'intelligence artificielle chinoises. J'en ai parlé au micro, sinon j'en reparlerai la semaine prochaine. Et donc l'Europe, elle veut se protéger, mais elle veut faire la promotion de ses atouts. Il y a des startups très dynamiques, il y a un niveau de formation important, et puis il y a en Europe une réglementation qui est basée sur des valeurs éthiques. Et ça, c'est un grand atout pour les entreprises et les consommateurs parce que c'est créateur de confiance. Merci Sabine Armelin. Je rappelle que vous êtes fondatrice du cabinet Avocat Aurore Légal. Donc si vous êtes une entreprise et que vous avez des besoins de légiférer en IA ou de mettre des règles du RGPD par exemple dans vos contrats, eh bien contactez-la. C'est plus simple. Comment on fait pour vous contacter, Sabine Marcelin? Je peux vous donner mon adresse. Votre email. Voilà, c'est smarcelin@aurore.legal. Merci beaucoup. Merci Jean-François Benon, je pense que vous voulez réagir. Je voulais juste réagir pour dire combien ces sujets sont effectivement importants et combien ils nous concernent aussi dans le Val d'Oise. Ce soir même, ici, à Enghien-les-Bains, nous avons l'Assemblée générale de notre cluster régional qui est soutenu par le Conseil régional d'Île-de-France. Cette réunion se passera d'ailleurs en présence d'Alexandra Dublanche, qui est vice-présidente de la région. Elle sera en Enghien. Vous parlez du cluster de la cybersécurité. Oui, la cybersécurité qui s'appelle, cybersécurité de la sécurité globale, qui s'appelle Security Systems Valley, et que nous avons porté au CEVO depuis quelques années, avec le soutien de la région notamment et du département. Ce cluster réunit des grands utilisateurs de sécurité, et toutes les questions qui viennent d'être évoquées là sur le plan juridique sont évidemment des questions qui sont posées par les membres de ce cluster. Je pense à la SNCF, puisqu'il est présidé par Stéphane Volland, le secrétaire général du groupe SNCF, par la Poste, par Aéroport de Paris, etc. Donc voilà, on aura un élément d'actualité très fort dans tous ces questionnements qui nous interpellent beaucoup, et c'est vrai que grâce à cette initiative d'avoir posé ce cluster régional, de l'avoir localisé dans le Val d'Oise, même s'il a un rayonnement régional et même au-delà, on est vraiment extrêmement sensible à ces questions juridiques et toutes ces questions de robustesse et de positionnement, de diffusion de cette sensibilité aux questions numériques dans les entreprises, à la sécurité numérique dans les entreprises. C'est un vrai sujet qui ne concerne pas que les grands groupes et notamment les PME-PMI. C'est aussi un travail qu'on fait au sein du cluster à ce sujet. Merci beaucoup Jean-François Benon. On fera un petit point prochainement sur ce thème. En tout cas, merci à vous trois pour votre présence ce matin. Vous pouvez retrouver cette émission sur Facebook, page Barre de l'économie. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous retrouve lundi. Demain, c'est Jacqueline Moraz au micro. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. On est pile.